Le 29 mars 2021, le monde financier s'aperçoit que Crédit Suisse a perdu 15% de sa valeur et que la grande banque japonaise Nomura a également perdu dans les 15%. À l'origine de cette déroute boursière, un fonds spéculatif du nom d'Archegos qui n'a pas pu faire face à ses obligations. Les deux grandes banques ont donc vendu pour 20 milliards de dollars d'actions dans l'urgence afin de limiter la catastrophe. Dans le jargon financier, c'est ce que l'on appelle un appel de marge. En gros, lorsque vous voulez acheter plus d'actions que vous n'avez d'argent disponible, vous pouvez emprunter de l'argent à votre banque. C'est cette position d'endettement que l'on appelle levier qui oblige la banque à vous demander des garanties pour être certaine que le client sera toujours en position de rembourser son prêt. Comme la valeur des actions bouge sur les marchés, le contrat de prêt entre la banque et le client prévoit toujours que la banque peut vendre instantanément les actions détenues par le client si à un moment il ne présente plus de garantie suffisante. Alors, comment expliquer que deux grandes banques à l'échelle mondiale soient en train d'essuyer des pertes sur une opération de cette sorte qui est toujours sécurisée en théorie? Quels sont les dégâts collatéraux d'une vente massive pour 20 milliards de dollars sur seulement quelques titres? Certains craignent même un moment Lehman, en souvenir de la faillite de la banque Lehman Brothers qui a enfoncé le dernier clou dans le démarrage de la crise des subprimes. Beaucoup de questions auxquelles je vous apporte des premières pistes, sachant que cette histoire ne fait peut-être que commencer. Allez, c'est parti. Comment cette histoire a-t-elle démarré? Il faut aller voir du côté de l'entreprise Viacom CBS, qui est une entreprise de production vidéo dont vous connaissez certainement quelques films ou séries, puisqu'elle possède des centaines de titres très connus. Depuis 1990, la valeur de l'entreprise est passée de 5 $ à un plus haut de 100 $ au mois de mars 2021. Pourtant, comme vous pouvez le voir, entre 2017 et mars 2020, le titre est en perte de vitesse car Viacom CBS n'a pas pris le tournant du streaming. Ses productions sont essentiellement diffusées via la télé. Les turbulences sur Viacom CBS correspondent à l'arrivée des géants comme Netflix. Prenant conscience que cette révolution du streaming ne sera pas contournable, Viacom CBS se lance dans un grand plan d'investissement pour adapter son entreprise à Internet. Peu après l'annonce du lancement d'une nouvelle plateforme en ligne, avec son catalogue gigantesque, l'action se redresse pour passer de 10 $ à son plus bas à 100 $ au plus haut le 19 mars 2021. Et là, conscient que le cours de l'action profite probablement d'une bulle sur ce secteur, la direction de Viacom CBS décide d'émettre pour 3 milliards de dollars de nouvelles actions à 85 $, ce qui est une façon très intelligente de faire profiter l'entreprise d'un apport de cash gigantesque sur le dos des spéculateurs. Forcément, le prix de l'action baisse, mais il ne baisse pas qu'un peu, il chute de moitié en une semaine. C'est monstrueux. Mais bon, au début, cela passe inaperçu car des analystes de grandes institutions ont émis des évaluations à environ 50 $ l'action. Donc pourquoi pas? Mais voilà, on apprend fin mars que d'autres actions se sont cassées la figure. Baidu et Tencent perdent mystérieusement 33% et 48% respectivement. Ces sociétés ont en commun un fonds d'investissement basé à Hong Kong, Archegos, qui se serait retrouvé en défaut sur un appel de marge. La société avait un fort levier à la hausse et lorsque Viacom CBS s'est retourné, il n'a apparemment pas été en mesure d'amener plus de cash pour maintenir ses positions. Après, je reste très flou là-dessus parce que la situation n'est encore pas très nette. Dans ce cas, comme c'est prévu dans de telles situations, la banque procède à la vente des titres afin de couvrir son risque. Donc, jusque-là, on comprend pourquoi des actions qui n'ont pas apparemment de rapport entre elles se mettent à chuter. Par contre, ce que l'on a du mal à comprendre, ce sont les avertissements sur résultats émis par le Crédit Suisse et la banque Nomura. Nomura annonce que la totalité de ses profits du second semestre seront probablement perdus dans l'opération et Crédit Suisse annonce une perte élevée. Il se rumeure que le montant serait d'environ 3 à 4 milliards de dollars, soit 1 à 2 ans de bénéfices de la société. Le coup porté est sévère. Ce que l'on ne comprend pas, c'est la raison de ces pertes gigantesques, puisque légalement, toute opération de trading avec levier doit être sans risque pour la banque. De plus, ce sont deux grandes banques qui se sont fait prendre. Cela laisse supposer que le système financier est loin d'être aussi fiable que ce qu'il prétend. En même temps, ce n'est pas étonnant, car lorsque vous devez vendre pour 20 milliards d'actions sur quelques titres ciblés, vous savez que vous allez faire décrocher les cours. Mais vous devez tout de même sortir rapidement car vous savez que si la nouvelle se répand, vous allez probablement concentrer des attaques spéculatives à la baisse sur les titres que vous vendez et sur votre propre société qui se retrouve en difficulté.
on voit bien que tout peut s'emballer très vite. Pour Crédit Suisse, cela tombe d'autant plus mal que la banque suisse se trouve au beau milieu de l'affaire Greensill. Là encore, tous les problèmes viennent d'un risque mal calculé et d'événements qui s'enchaînent, qui vont tout de même coûter dans les 3 milliards de dollars aux clients de la banque. Greensill était ce que l'on appelle un affactureur inversé. Pour faire simple, lorsque vous êtes commerçant, vos clients et vos fournisseurs ne vous paient pas en même temps. Donc, si vos clients vous doivent l'argent de vos ventes 30 jours après que vous deviez payer vos fournisseurs, vous avez un problème de trésorerie temporaire. Dans ce cas, vous pouvez aller voir un affactureur qui va vous acheter des titres de créance que vos clients vous doivent. Si votre client vous doit 100 $, vous vendez la créance 95 $ à l'affactureur, ce qui vous permet de payer vos fournisseurs. De l'autre côté, l'affactureur encaissera 100 $ à la fin du mois et il aura gagné 5. Rien que de très classique. Le problème, c'est que le Crédit Suisse a transformé ce service commercial d'affacturage en produit financier qu'il a distribué à ses clients. En mars 2020, avec le confinement en Europe, de nombreuses entreprises se sont retrouvées incapables de payer leurs factures et Greensill s'est retrouvé en faillite. Pas de chance, me direz-vous. C'est une des multiples conséquences de la crise des mesures anti-Covid. Le problème, c'est que les opérations de Crédit Suisse, qui ont transformé ses créances en produits financiers, ont également permis de transmettre les conséquences de cette crise économique en crise financière pour les épargnants qui ont acheté des produits financiers Crédit Suisse. Ils pensaient acheter un produit d'épargne très faiblement risqué et ils se sont retrouvés avec 3 milliards de pertes. Ça pique. Nous ne savons pas jusqu'où iront les dégâts sur Greensill et sur Archegos. Mais ce qui est sûr, c'est que notre système financier actuel est terriblement optimisé et adapté pour un monde à faible risque. Oui, en théorie, dans un monde très sûr et en croissance, ces stratégies de titrisation ou de levier permettent de faire des étincelles en termes de croissance des bénéfices. Par contre, comme toute stratégie optimisée, elle est très fragile aux secousses. Ce que l'on appelle un moment Lehman, c'est une crise d'une intensité pas très élevée en soi, mais qui se déroule sur un point du système financier qui va engendrer des réactions en chaîne et bloquer tout le système au final. Et là, une crise systémique se déclenche. Un hedge fund qui n'assure pas ses appels de marge, c'est peut-être une dizaine de milliards de coûts au final. Un gros bateau qui bloque le canal de Suez, c'est environ 10 milliards de dollars par jour de dommages dans le commerce mondial. Nos économies sont même connectées par nos déplacements. Une grosse épidémie de Covid, elle se propage à la planète entière et cause des milliers de milliards de pertes en tout genre. Le fond de mon message est le suivant. Notre monde suroptimisé ne tolère pas les secousses trop importantes et trop brutales. Le capitalisme est très adaptable en lui-même, car au final, la résilience du système passe par les initiatives d'une multitude de personnes. Par contre, le système peut être profondément désorganisé par un grain de sable dans les rouages avec des conséquences très lourdes. C'est pour ça que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, nous vous expliquons étape par étape comment construire un portefeuille financier articulé autour d'une diversité d'actifs financiers qui se complètent. Des actions pour avoir de la croissance bien sûr, mais aussi des obligations asiatiques et des métaux précieux pour donner de la stabilité à votre portefeuille. Et enfin, des devises étrangères pour être capable de saisir les opportunités et rester adaptable. Enfin, avec Nestor, notre plateforme d'assistance à la gestion libre, que je développe avec Gafcal Intelligence Software, vous disposerez des outils pour gérer simplement cette épargne. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.